Et ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast, c'est Avanti Nissa, un podcast qui va être sous le sourire, la joie, pas comme la semaine dernière, parce que oui, Nice a gagné, ils ont gagné le derby contre Monaco et ça nous fait bien plaisir, notamment à Sky et Cédric qui sont avec moi dans ce podcast. Salut les gars. Salut. Bon les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match ? Forcément content, hein. Quand tu gagnes un derby déjà, forcément heureux. Même si ça a mal démarré, on va dire, hein. On s'est fait peur d'entrée. Hein. Il peut vite y avoir. Il peut y avoir 2-3-0 à la demi-heure du jeu. Hein, voilà, une demi-heure, il peut y avoir 3-0 pour Monaco. Je veux dire, ça limite logique. Bizarrement, tu t'en sors bien et la deuxième mi-temps, tu te réveilles. Il y a grâce au changement tactique de Vira qu'on parlera. Ouais. Mais tu te réveilles et au final voilà, tu t'en sors très bien avec un but en plus, un scénario magnifique. Du coup, but à la dernière seconde. Tout était réuni pour un magnifique derby. De toute façon, on peut pas dire, on va un peu chipoter, on va faire les casse-couilles à chercher ce qui a pas fonctionné, tout ça, comme d'habitude, parce qu'on est jamais totalement content. Mais c'est ça. Enfin, tu gagnes le derby à la dernière minute, super doublé de ton attaquant vedette. T'as le scénario. Tu peux pas être content de toute façon. Le scénario est parfait, c'est clair. Voilà, c'est sûr ça te met du palpitant, quoi. Ouais, t'as à redire, mais comme disait Cédric, on en parlait après le match, on s'est transformé sur le deuxième de Dolberg. Je suis pas sûr que mes pieds ont touché le sol tout le long de. Ouais, c'est vrai qu'en plus enfin, je sais pas toi, mais sur le moment, j'ai même eu une demi-seconde où je me suis dit, est-ce qu'il est dedans, est-ce qu'il est pas dedans le but? Ça, ouais, parce que et après t'es emporté par forcément en tribune, quoi, du coup, l'ascenseur émotionnel avec la VAR et tout. Enfin, c'était ça, on a du mal. Enfin, perso, j'ai du mal à retenir les mauvaises choses, on va dire, de ce match, parce que comme on dit, le scénario il est tellement parfait, on va dire, sur voilà. Donc, on a battu les princesses, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Il y aurait que ça à retenir, quoi. Ce petit tacle en plus, aïe. Oui. Voilà. C'est quoi? Enfin, de toute façon, ça ne blessera pas grand monde, donc c'est pas très grave. Ouais. Voilà. Non, mais c'est clair. Mais, non, très bien. Ça, on attendait. Tu te rappelles, on a parlé la semaine dernière. On attendait un vrai bon match. On va dire. On a fait une vraie deuxième mi-temps. Bonne deuxième mi-temps. Alors, on a toujours pas le match référence. On a fait plutôt une vraie deuxième mi-temps, mais est-ce que c'est pas, est-ce que pour toi c'est pas la meilleure mi-temps de la saison qu'on fait? Je pense quand même. Je pense que du coup pour enchaîner sur le changement tactique de Vira, je pense qu'il y est pour beaucoup. Faut avouer, même si on l'a beaucoup critiqué. Je pense qu'il y est pour beaucoup, même si on l'avait vu tôt quand même. Tu te rappelles, on en parle pendant le match. On l'a vu tôt qu'il fallait peut-être changer quelque chose. Après on l'a vu dès la composition d'équipe. C'est vrai que ce milieu de terrain où il n'y a pas vraiment de milieu défensif, on se disait que comme il y a quelques semaines, je crois que c'était face à Brest, où on avait un dispositif un peu similaire et Danilo, il faisait un peu ce rôle de libéraux où il montait d'un cran en phase offensive pour un peu faire premier rideau. Là, c'est vrai que la première demi-heure, il le fait pas du tout, et c'est pour ça qu'on cède, je pense, tant d'occasions aussi. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il l'a quasiment pas fait. Du coup, en fait, alors est-ce qu'il l'a pas fait parce qu'on a subi ou l'inverse, tu vois, on pourrait le faire dans les deux sens. Ouais, c'est peut-être Monaco qui fait déjouer ce milieu. C'est que, enfin, tu mets Loussamba et Les Melou, qui sont des joueurs que individuellement on aime beaucoup. Au-delà qu'on aime beaucoup, qui font une très bonne saison. Mais c'est vrai que c'est des profils très offensifs. C'est deux anciens numéro 10, un peu reconvertis en 8. Mais qui ont plus d'occasion à se projeter vers l'avant, quoi. Voilà. Mais au final, du coup, ce changement de Vira qui fait que Danilo repasse à son poste au final, hein, et Danilo qui enchaîne parce que lui, il avait eu beaucoup de mal avec les blessures, et là, on le voit quand il enchaîne, c'est pas mal quand même. Hein, c'était pas mal derrière. C'est une des révélations de la saison, quoi. Franchement. Là, limite sur la deuxième mi-temps, c'est limite un gros facteur de la victoire, hein, parce qu'au milieu, il a fait un bien fou. Hein, il t'a permis sur beaucoup de ballons de gagner 20-30 mètres. C'est le changement. Le changement, il est pour Vira et il a fonctionné. Hein, du coup, donc bravo à lui. Hein, tu peux que l'avouer. Alors. Il rentre un peu il rentre un peu plus dans vos cœurs là, Vira, en ce moment ou pas? Alors justement, j'allais dire parce que faut reconnaître que on a beaucoup taclé les coachings perdants de Patrick Vieira ces dernières semaines. Là, il y a un coaching gagnant. Donc ça, on peut pas le renier. Hein, qui plus est en plus dans le derby.
Voilà, qui plus est dans le derby. Après, on peut même parler de l'entrée de Misiane un quart d'heure de la fin, qui a fait un bon quart d'heure, contrairement à ses précédentes sorties. Par contre, on peut quand même, je vais dire qu'on peut quand même lui reprocher, mais on peut quand même s'interroger. Ok, c'est un coaching gagnant, mais c'est parce qu'il n'a pas aligné cette équipe dès le début du match non plus. Et il a quand même corrigé une erreur surtout, manifeste qu'on avait un peu senti. On avait un peu senti venir dès le début avec un milieu très très offensif et assez déséquilibré. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il attend 60 minutes pour changer ça en fait. Mais forcément, pour se répéter, tu te dis au final qu'on gagne, donc c'est dur de dire est-ce qu'il s'est trompé. Non, les gagnants ont toujours raison, donc voilà, c'est ça. Tu vas lui dire qu'il a tort sur ce coup-là. Et pour parler du coaching, du coup, tu parles de Misiane. Il y a une super bonne entrée, c'est l'entrée d'Erel aussi qui repasse à son poste dans l'axe et il a apporté immédiatement par son impact un peu guerrier quoi. J'ai trouvé qu'il avait apporté dans l'axe à son poste. Voilà, tu fais rentrer RL, tu fais remonter Danilo, tu marques, je crois que tu marques même pas 5 minutes après l'entrée. Ouais, c'est ça. Je crois après l'entrée d'RL. Donc, non, l'impact il est immédiat. C'est clair. Mais du coup, on va devoir se poser la question. Tu repasses à 4 dans la dernière demi-heure, enfin grosse demi-heure, dans les dernières 40 minutes, on va dire. Tu repasses un peu à 4 derrière en refaisant monter. Parce que bon, tu vois, t'as Durmizy qui sort, donc t'as Sarr qui passe un peu latéral. Enfin, j'ai l'impression que c'est un style hybride. Je sais pas ce que t'en as pensé, parce que Claude Maurice, il a fait une partie de la deuxième période aussi très très bas, un peu en piston gauche. Donc je saurais pas te dire si cette deuxième mi-temps de haute volée, ça signe pas un peu la fin de la défense à 5 aussi, qu'on a vu depuis pas très longtemps. Mais on termine le match à 4 derrière dans un dispositif très offensif et c'est ce qui te permet d'aller chercher la victoire. Donc peut-être que face à Paris, tu vas pas risquer de partir à l'abordage, mais tu peux peut-être te poser la question face à des adversaires plus faibles les semaines d'après. Alors je pense comme toi, je pense que peut-être le système à 5 il va l'oublier. Par contre, je pense à un truc, c'est que s'il va jouer à 4, je suis pas sûr qu'il rejoue à 4 avec des latéraux offensifs comme Durmizy ou Aguet. Je pense qu'il va peut-être si on parle de Paris par exemple, je pense qu'il va peut-être mettre Nsoki ou Sarr pour avoir tu vois ce que je veux dire, des latéraux qui montent moins quoi. Parce que si tu joues à 4 et qu'en plus tu as des latéraux assez offensifs, les vagues elles risquent d'être assez violentes. Donc je sais pas, j'espère du moins qu'il va rester dans ce système. Donc toi t'es plutôt système à 5 quoi. Enfin à 3 du coup avec deux latéraux offensifs. Je sais pas parce que ça dépend des matchs, ça dépend de comment tu l'abordes aussi. Après dans ce système à 5, forcément si tu joues avec des mecs de côté, ben au milieu tu es un peu en pénurie quoi, comme on a vu là avec Lesmelou et Loussamba. Donc non, moi mon système préférentiel c'est le 4-3-3. Moi j'aime bien ce système-là, je trouve qu'on a les joueurs pour en plus. Quand t'as des mecs qui vont vite, t'as des mecs qui sont assez techniques. Donc moi je trouve qu'on a les joueurs pour jouer dans ce système-là. Mais après voilà, Ouagé j'ai bien aimé, Durmizy bon un peu, j'aurais aimé qu'il tente plus en fait Durmizy moi. Pour là vu qu'on en parle, j'ai trouvé frileux en fait. Je crois qu'il a tenté, après, je l'ai pas tenté. C'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière. C'est aussi un gars qui a été, qui a passé plus de 6 mois sans compétition, qui se blesse derrière, qui revient. Donc tu peux pas l'attendre non plus au pic de sa forme de suite. En plus, il fait cette sortie où il jette sa doudoune, il shoot dedans ou je sais pas quoi là. Il fait une sortie toute vénère. Il rentre au vestiaire direct. Après, il s'est excusé sur les réseaux sociaux, mais. Je sais pas si tu l'as vu, Brice, ça, il s'énerve sur la sortie. Ouais, j'ai vu ça, malheureusement. Mais bon. Mais un peu de caractère, quoi, cette équipe. Bon, après, ça fait pas non plus de mal, mais bon, faut pas non plus que ça dégénère, mais faut un pas peu que ça de fasse un caractère cas dans Mbappé, quoi. Voilà. Non, mais. Ouais. Allez, un tac. Ça, c'est fait. Il y en aura beaucoup dans l'émission, vous inquiétez pas. On est chaud. Un homme dans le match, là, on va pas mettre de taquet, on va pas mettre de tacle, on va en parler quand bien. C'est Dolberg, c'est l'homme du match, on est d'accord? On va faire des gros câlins quand même. Hein. Ah bah là, carrément.
Moi j'ai créé un mème sur Dolberg sur Twitter, moi carrément tellement. Pour ceux qui nous suivent pas sur les réseaux sociaux, il s'est fait choper par les caméras du club en train de crier son amour à Casper. Ouais, j'en ai fait un gif animé qu'on ressort à diverses occasions. On va le mettre sur les prochains posts, vous inquiétez pas. Mais non, moi je suis fan parce qu'il lâche jamais en fait. T'as l'impression qu'il est un peu froid, qu'il est nonchalant parfois, mais au final il est toujours dedans, il reste dans le match. Je sais pas si s'entre pas. Ouais, je sais pas si nonchalant c'est le mot, c'est on l'oublie de temps en temps parce que voilà, c'est ça. C'est pas vraiment une nonchalance dans le, mais c'est comme tu dis, on l'oublie un petit peu, il passe des fois 5-10 minutes sans voir de ballon presque, mais il se déconcentre jamais. Et tu vois là, regarde, je pense que en première mi-temps, je serais curieux de voir la stat de ballon touché, quoi. Mais ça doit être ridicule, je pense. Il est fantomatique. Je pense pour le petit jeu de mots, mais. Et au final, voilà, sur un centre, il met cette tête, voilà. Enfin, tu te dis le mec, voilà, quand il faut être là, ben il est là. C'est aussi simple que ça. Tu lui demandes il fait ce qu'on lui demande et il le fait parfaitement. Ouais, comme le geste qu'il fait à la 93e sur, je sais même pas si c'est un centre de Moussa Wagué ou si c'est une frappe complètement topée. Enfin, je sais pas très bien ce qu'il fait, mais ouais, derrière il te met la petite remise directement dans le petit filet. Enfin, bon, on l'a toujours dit, hein, il y en a qui se sont un peu moqués, pas côté niçois évidemment, hein, mais tu regardais les médias nationaux qui se moquaient un peu de Dolberg quand il avait une période avec un peu moins de buts, alors que bon, c'était l'animation offensive qui lui rendait pas service, qui était très compliqué. Mais enfin, tu vois que niveau statistique, il va finir sa saison à 15 buts sans trop de soucis. Il est déjà à 11 buts sur 23 matchs, avec 23 matchs. Donc il va taper les 15 sans souci. Il est encore très jeune, il est dans une équipe en reconstruction, même si on est troisième attaque, donc c'est quand même un des secteurs qui fonctionne bien. On a encore vu là du coup que son entente avec Ounas, ça va de mieux en mieux. Donc c'est incroyable quand tu es l'OGC Nice, et je serais même tenté de vous dire c'est incroyable quand tu es en Ligue 1 d'avoir un joueur de ce calibre-là, quoi. Moi c'est fou, c'est une grosse satisfaction de la saison, quoi qu'il advienne niveau résultat à l'issue de la saison. C'est clair. Et ce qu'on disait la semaine dernière, hein, c'est un joueur qu'il faut arroser de ballon parce qu'on sait de quoi il est capable, hein. Je crois qu'ils ont montré la stat au Canal Football Club, pardon. Il a le ratio de tir cadré le plus élevé. Il a plus de 75%, j'ai vu, de tir cadré. Je veux dire, à chaque fois qu'il frappe, pratiquement c'est cadré, et enfin, il a mis 11 buts sur 30 frappes, 23 ou 24 cadrés, un truc comme ça. Tu te dis, voilà, c'est un assassin devant, quoi. Donc, et on revient aussi, comme ce que je disais la semaine dernière sur Ounas, quand de suite il est plus altruiste, ben il est de suite décisif tout de suite. On sait que c'est un mec qui est au-dessus. On se souvient de ce qu'il a fait à Bordeaux, à Naples, par épisode. Mais le mec techniquement il est au-dessus, et c'est plus compliqué niveau QI foot et niveau collectif, mais on l'a vu sur ces dernières semaines qu'il est pas non plus, il est pas antidoué, c'est pas Saint-Maximin, quoi. Donc il y a vraiment plus de. Et un nouveau tacle. Ah oui, non, alors ça c'est gratuit, hein, c'était vrai. Voilà, mais non, ça sera peut-être trop léger pour mettre 20 millions d'euros au mercato pour l'option d'achat, encore qu'il a quelques semaines pour prouver qu'il les mérite et qu'il les vaut, mais là il commence vraiment à apporter à cette attaque, et c'est pour ça que ça tourne mieux. On peut parler de Claude Maurice aussi, qui monte encore en puissance, et qui, je pense, va être un énorme craquito pour la saison prochaine, qui va tenir toutes ses promesses. Mais voilà, là on a eu encore une fois la démonstration que ça tournait vachement bien devant, et même si tout n'est pas parfait, ça fait quand même du bien de voir du foot, même par séquence, quoi. C'est ça. C'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, la deuxième mi-temps, elle fait vraiment du bien, je pense, déjà pour nous. Et tu peux t'en servir presque comme une petite référence, parce que la deuxième mi-temps, elle est collectivement et tout, c'est presque parfait ce que tu fais, parce que tu les mets, tu mets Monaco dans le mal, ils prennent un rouge, tu leur mets 2 buts. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire, tu fais le calcul de toute la mi-temps. T'as fait la deuxième mi-temps parfaite. Tu vas en plus concurrent direct pour l'Europe. Tu te places devant eux. C'est ça.
Tu gagnes en fin de match. Tu gagnes en fin de match, donc ça te donne aussi une confiance monstrueuse pour te dire on peut encore le faire jusqu'à la dernière minute et tout. C'est monstrueux. Tu donnes de la confiance à Dolberg qui marque un doublé dans un derby. Tu vois, c'est monstrueux en fait. Là, ce qu'a fait Nice, c'est très très fort. Très très fort. Je pense que comme tu dis dans les têtes, dans tout, je pense que tu t'as fait un plein de confiance sur ce match-là. C'est bien. Moi, je suis un peu dubitatif là-dessus dans le sens où c'était pas exactement le même scénario, mais on a un peu vécu ce genre de match référence face à face à Lyon. Il y a un mois ou deux déjà. Derrière, on n'a pas su transformer l'essai. Donc j'ai un peu peur que ce soit qu'un épiphénomène pareil, qu'on batte Monaco qui voilà, au final est dans la même zone que nous, quoi. Un peu comme Lyon qui est dans le même niveau, même nombre de points, et que quand il va falloir passer un cap, donc ça sera pas forcément face à Paris, parce que bon, c'est quand même compliqué d'aller jouer au Parc, mais quand il va falloir prendre les points la semaine d'après face à Montpellier, contre qui tu risques de te battre pour l'Europe, il va falloir capitaliser là-dessus, mais on a encore vu trop de... Montpellier, ça s'exporte mal quand même, hein. Ça s'exporte mal, mais nous on a vraiment vu trop de faiblesses en première mi-temps. S'ils n'ont pas tous les pieds en mousse, les Monégasques, il y a 3-0 et on parle pas de ça, quoi. Le match est terminé au bout d'une demi-heure, si on plonge pas encore plus après. Donc t'as fait des erreurs qui sont normalement impardonnables à ce niveau-là. Ça s'est bien goupillé, on s'est bien rattrapé en deuxième mi-temps, mais peut-être que Delors nous laissera pas comme Jovetic. Nous faire une passe au gardien, quoi. Donc, il frappe 2 fois la barre aussi, les Monégasques. Il faut s'en rappeler. Aussi 2 fois la barre. Le scénario, il est magnifique parce qu'on marque 2 minutes après que Golovin il fracasse la barre et que ça passe pas loin de barre rentrante. Donc. Ce qu'il faudrait pas, c'est que ce match quand même, comme on l'a dit, il te fait du bien. Il faudrait pas en prendre une valise dimanche quand même. Même si tu te dis c'est Paris, machin et compagnie. Si derrière t'en prends 5, c'est dommage, quoi. Je veux dire, Après Paris, entre le huis clos et la Ligue des Champions, pour moi c'est vraiment impronosticable. Moi je suis prêt à tout croire. C'est compliqué. Tout va dépendre du match en Ligue des Champions, hein. C'est ça en fait, hein, qui va déterminer vraiment la fin de saison de Paris, hein. Mais pour vous, il faudrait plus qu'il passe ou plus qu'il passe pas. Ce qui est marrant, c'est que j'en parlais avec des collègues au boulot. Personne n'est d'accord sur est-ce qu'il vaut mieux jouer Paris qui a gagné ou Paris qui a perdu. Moi, perso, je pense qu'il vaut mieux jouer Paris qui est qualifié. Moi, c'est l'inverse, tu vois, par exemple. Parce que ils seront plus relax, soulagés un peu de passer les huitièmes et de se dire tu vois ce que je veux dire. Limite, il va pas faire tourner entre guillemets, mais t'as des mecs qui vont être soulagés. Alors que s'ils sont éliminés, le huis clos et compagnie, il y a moyen qu'ils passent leur nerf sur nous quand même. Ouais, mais tu vois à l'inverse, je pense que Paris qui serait qualifié referait le plein de confiance et se sentirait un peu soulagé, tu vois, et pourrait même jouer juste sur son talent, mais va nous massacrer, hein, en jouant même à 50%. Paris éliminé, par contre, je pense que les mecs ils vont chialer dans le vestiaire, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont se taper dessus, ça va être le bordel, l'entraîneur il va être condamné et tout ce que tu veux, donc ils vont finir en roue libre un peu comme ils avaient fait après la remontada, là où on avait glané des points et tout, parce que au final ils avaient tout lâché, tout le monde avait été prendre des points au Parc quasiment. Donc je suis pas sûr que Paris après on n'est pas dans un podcast sur le PSG, j'en sais foutre rien, mais je suis pas sûr que Paris adversaire. Soit et la capacité de se remettre d'une nouvelle désillusion 3 jours après pour fracasser Nice dans un match qui a aucun enjeu, parce que de toute façon le titre, on va pas dire qu'il y a encore un enjeu, quoi. Donc là où je te rejoins, c'est que défensivement on sait quand même qu'ils ont des soucis un peu mentalement, tout ça. Ils sont Thiago Silva, tu vois, c'est des mecs quand même qui sont fragiles entre guillemets, tu vois. Donc là où je te rejoins, c'est que l'élimination elle peut leur faire très mal à la tête à ces mecs-là en fait. Mais après offensivement, t'as des mecs. Offensivement, non, on a des faiblesses et Mbappé, ça lui prend comme une envie de pisser de t'en planter 3 et tu rentres à la maison, quoi. Donc c'est exactement ça en fait. Là où je te dis qu'ils peuvent passer leur nerf sur nous, c'est que t'as des mecs comme ça qui ont des égos un peu surdimensionnés, les Neymar, les Mbappé et compagnie. Comme tu dis, sur 3 actions, ils peuvent t'en mettre 3, l'affaire elle est réglée, quoi. Après, défensivement, je pense que tu peux leur poser des problèmes. Je pense voilà. Mais après, comme tu dis, c'est impronosticable. Je pense que c'est là, dans l'état actuel, avec le huis clos et compagnie,
3 jours après la Ligue des Champions, ouais, c'est impronosticable. Vraiment, c'est compliqué, quoi. Sur les matchs à huis clos, t'as un peu un round d'observation parce que tu sais pas très bien donc ouais, je sais pas. Ça va être compliqué, mais je pense que ouais, comme disait Cédric, c'est peut-être un peu prenable sur certains compartiments du jeu. La défense, par exemple, qui est très fébrile, je trouve. Après, en attaque, ouais, c'est fort avec Mbappé et tout, mais pour le coup, moi, je sais pas s'il faut jouer. Je suis assez perplexe. Je sais pas s'il faut jouer Paris avec une qualif ou sans qualif, parce que moi, je pense que de toute façon, c'est le meilleur moment pour les jouer, quel que soit le résultat. Je préfère c'est bien de les jouer juste après le match de Ligue des Champions. C'est ça. J'espère juste que Vieira, pardon Brice, de tout couper. J'espère juste que Vieira il ne fera pas une dinguerie en fait. Je veux dire c'est Paris, tu sors d'une belle victoire contre Monaco. Il faut des valeurs sûres en fait. Je pense qu'il faut aligner ta meilleure équipe, pas d'approximation, ton meilleur système possible. Voilà. Et on a souvent l'habitude quand même. On se fait souvent la réflexion, hein, Sky. Chaque compo, tu la vois, t'as un ou deux trucs qui te fait un peu tilter. Non, là, pas de blague. Face à une équipe, je suis en train de regarder en même temps. Tu regardes leur dernier match, c'est 5-0 face à Montpellier, 4-2 face à Lyon, 6-1 à Dijon. Bon, 4-4, mais quand même 4 buts marqués face à face à Amiens, 4 buts face à Bordeaux. 4 buts face à Dijon, 5 buts contre Lyon en Coupe de France. Enfin, les mecs, ils sont à 4-5 buts de moyenne par match. Donc, je veux dire, même s'ils sont fébriles en défense, voilà, tu n'iras pas leur en planter 5 non plus. Donc, non, c'est ça, mais ça, c'est bien dommage, parce que putain, voir Thiago Silva encore pleurer, c'est du petit lait pour moi. Bon, Amiens, ils leur en ont mis 4, hein. Donc, bon. Oui, tout est possible, effectivement. Mais bon, c'est une équipe qui marque vraiment, vraiment beaucoup de buts et on a des soucis en défense, donc je suis moyennement optimiste, quitte à faire un prono. En tout cas, j'espère que si Nice vient à gagner ce match-là, on ne dira pas oui, mais c'est parce que Paris n'a pas joué, etc. Ça, c'est le pire de tout, je trouve. Quand on s'en fout. Nous, on les prend les 3 points. Oui, bien sûr. Dans les meilleures dispositions pour jouer Montpellier derrière, vas-y. On a l'habitude avec les médias quand même qui sont pas archi fans de Nice. Voilà. C'est jamais Nice qui gagne, tu sais, c'est toujours la faillite des autres. Quand on est européen, on dit qu'on est une anomalie. Parce que le championnat était faible, tu comprends. C'est ça. Ouais, voilà. Exactement. Donc, c'est quoi, comme il a dit Sky, tu finis à 80 points la saison, mais c'est une anomalie, le championnat est faible, tu vois. C'est à cause de la faillite de Lyon. Bon, les gars, vos paris pour ce match. Même si c'est indécis. Allez, lâchez-vous, soyez. Allez, moi, je signe immédiatement pour un partout. Immédiatement, je signe. Un partout. Ouais, ok. Ouais, un partout. Allez, but de Dolberg. On revient au score sur un but de Dolberg de suite. Pour tous ceux qui nous écoutent, si Dolberg marque, je vais vous envoyer le gif de Cédric et on inonde les réseaux sociaux avec ça. N'oubliez pas que la semaine dernière, quand même, j'ai donné le bon pronostic Nice-Monaco 2-1 quand même. N'oubliez pas ça. Le mec est fiable, donc voilà, on va oublier qu'il a fait chou blanc sur son combiné ce week-end, mais bon. Parce qu'il a parié sur qui Parce qu'il a parié sur qui pour une équipe qui joue avec un bonnet de bain. Bon. Voilà. C'est ça. Tu as trahi le peuple niçois pour de l'argent, Cédric. Tu me déçois vraiment. Première et dernière fois. Putain. Moi, je vous dis 3-1 pour Paris, et puis voilà. 3-1 pour tu n'en seras que content comme ça. Exactement. Si j'ai raison, je suis content, et si j'ai tort, ça veut dire qu'on a fait un meilleur. Bon, sauf si on perd 2-1, du coup, j'aurais tort et on aura perdu, mais bon. Bon, ben ça va, les gars. Juste un petit mot là sur le coronavirus par rapport aux matchs qui sont à huis clos normalement jusqu'au 15 avril. Si c'est pas prolongé. Si c'est pas prolongé, donc c'est pour ça que je dis normalement. Sur cette période-là, vous allez recevoir vous allez recevoir Montpellier, et Strasbourg. Après, ça sera Nantes et Saint-Etienne en avant-dernier match. C'est quand même des très très gros matchs. On ne peut pas faire de manifestation, on va dire, à plus de 1000 personnes, d'événements à plus de 1000 personnes. Pour vous qui êtes supporter, qui allez au stade, vous le prenez comment ça ? Mal, il reste 4 matchs et t'en as déjà 2 en moins. Donc en fait, dans le meilleur des cas, il te reste 2 matchs à la maison cette saison. 2 matchs importants en plus parce que tu vas jouer quelque chose jusqu'au bout en plus. Hein. C'est ça. Voilà. Montpellier, c'est un match à 6 points, donc t'es clairement désavantagé déjà de pas avoir ton public. Quand on voit l'importance, on va pas se jeter des fleurs, mais quand tu vois l'importance du stade qui pousse jusqu'à la dernière minute face à Monaco, hein, les joueurs l'ont dit aussi. Là, voilà. Face à Montpellier, c'est être un vrai handicap.
Après, à titre personnel, on espère retrouver le stade avant le mois d'août, parce que sinon, putain, ça va être long, quoi. Enfin, là, je me fais pas trop l'idée de dire de mars à août, tu retournes pas au stade, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai quand même hâte de voir aussi la position que va prendre le club, du coup, parce que comment tu veux faire quoi avec ce truc de 1000 spectateurs là, c'est secrètement un petit tirage au sort intégral parmi les abonnés, si on pouvait. Tu te vois faire ça, c'est compliqué quand même. Non, c'est trop compliqué. Moi, je comprendrais. Faut qu'ils choisissent le huis clos, c'est le plus simple, c'est le plus juste, tout ça. Mais bon. Je pense que les clubs vont se mettre d'accord avec la ligue et le préfet de chaque région. Et des huis clos complets. Et voilà, je pense ça va finir comme ça. Ça va être compliqué, hein. Comme tu dis, voilà, il y a des matchs importants qui arrivent et puis les matchs à huis clos. Enfin, même déjà quand tu les regardes à la télé, c'est dégueulasse, hein. C'est obligé de le dire. Là déjà, on va s'infliger la télé et en plus, il y aura une ambiance de merde au stade. Enfin bon, ça va être. Non, ça va pas. Mais à la fois pas trop le choix, hein, de toute façon. Et puis. En plus, le truc, c'est qu'on n'est pas. On sait tellement rien sur tout ça que autant ça va finir la saison complète comme ça. Je veux dire, ouais, moi c'est plus ça qui me fait peur, de me dire me passer de 2 matchs, c'est déjà douloureux, mais si en plus tu te dis que en fait samedi c'était ton dernier match avant début août, ça a piqué quand même, parce que 6 mois parce qu'on est en mars, quoi. 6 mois sans stade, voilà, on est qu'au début mars en fait, quoi. Et surtout dans une dernière ligne droite assez importante pour bon là on parle pas pour Nice, mais même pour pas mal de clubs, autant en Ligue des Champions que la course à la Ligue Europa ou même de la relégation et des barrages. Donc c'est hyper important d'avoir le soutien de tous les supporters, mais bon. Voilà, de toute façon c'est un enjeu. Enfin ça pénalise tous les clubs sauf Monaco, hein, cette décision. Putain, tu me voles le truc, je voulais le sortir, merde. Ouais, désolé. C'est bon, ça change rien. Ils vont pouvoir jouer comme d'hab. Voilà, non, voilà, 1000 s'ils font venir tous les abonnés peut-être, mais bon, voilà. Non, bon, voilà, blague à part. C'est terrible. Ça va avoir un enjeu pour toutes les. Ça va avoir un enjeu pour tout le monde, et c'est pour le spectacle et même pour les diffuseurs, tout ça. Même économique, hein. Je pense que les clubs quand même au niveau de billetterie et tout, tu vois, ça va faire. Je pense que ça va réfléchir. Les clubs vont discuter parce que ça a un impact sur vraiment tout. Totalement. Mais bon, on verra bien. On vous tiendra informé en tout cas dans Avanti Nissa, le podcast. C'est fini pour ce 2e épisode. N'hésitez pas à liker les pages qui vont arriver sur les réseaux sociaux. On vous tiendra informé sur nos comptes Twitter. Et puis nous, on vous dit bon match les amis, et puis à très vite. Ciao. Ciao.